Bon, écoutez, mesdames et messieurs, épisode 20, c'était plutôt pas mal. Mais pour le coup, là, tu sens que Studio Pierrot, ils sont pas trop forcés, quoi. Hein, voilà, ils viennent de nous sortir l'épisode 19, ils ont bien investi, c'est bon, c'est assez. Oui, encore une fois, on va se plaindre de plein de petites choses dans cet épisode, et en même temps, j'y peux rien s'ils donnent le bâton pour se faire battre. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue, et je vous invite à vous abonner, car nous allons parler de cet épisode 20 de Bleach, Thousand Year Blood War, générique. En soi, dans l'épisode, il se passe pas grand chose, mais là n'est pas le plus gros du problème en fait. C'est qu'il adapte 9 chapitres. What ? Oui, j'ai dit 9 chapitres. Donc j'avoue que je commence à comprendre pourquoi à l'époque chaque semaine ça rageait sur le manga, et qu'en plus de ça, eux, ils n'ont pas eu tous les rajouts que l'on a eu. On introduit un personnage qui a du potentiel, avec un pouvoir qui a du potentiel, mais tu vois bien que Kubo a pas trop eu le temps de développer le bail, c'est plutôt bâclé. Alors déjà dans la dernière review, qui vous a beaucoup plu au passage, Road to 500 abonnés, j'ai totalement zappé la scène post-générique qu'il y avait, où du coup reprend cet épisode. Un Stern Ritter qui ressemble à un prédateur sexuel vient à la rencontre de Yashiro, la seconde de Zaraki, et de cette meuf qui est la seconde de Unohana. On nous fait comprendre aussi avec quelques passages qu'il y a un petit truc qui cloche avec Yashiro. Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, on ignore un peu tout d'elle. D'où vient-elle en réalité ? C'est d'ailleurs la question que lui a posée Zaraki le jour où il l'a rencontrée. En ce début d'épisode, on reste encore un peu sur ce côté épouvante qu'avait amené Aznod, mais cette fois-ci de manière bien plus légère. Lorsque le Quincy explique ses capacités, il prend une apparence difforme, avec la bouche et les yeux teintés par l'obscurité. Le tout avec une petite ambiance sombre dans un endroit a priori caché. Aussi, on a Naklevar qui apparaît à l'écran, histoire de lâcher 2 répliques. Pourquoi, on ne sait pas. Si tu veux, c'est un peu le moyen d'introduire le personnage pour les prochains épisodes, voire pour le prochain combat qui aura lieu. Histoire que voilà, dans un coin de notre tête, on se rappelle que ce mec-là était là à ce moment-là. Et là où se situe le problème de cet épisode, selon moi, c'est le personnage de Grémy et son pouvoir. Premièrement, parce que le type annonce d'office qu'il est le plus puissant des Stern Ritter. Qu'en théorie, il est capable de les buter en une fraction de seconde, mais non, le plot oblige. Mais tout d'abord, j'aimerais parler de certaines choses. Dans cet épisode, il y a des réactions de personnages qui n'ont pas lieu d'être. À quel moment, elle s'est dit qu'il fallait dire « s'il te plaît » pour que le méchant obéisse et s'éloigne des capitaines. Ah bah ouais, effectivement, ça fonctionne. Grémy, qui soi-disant sait que Zaraki est un monstre, et c'est le cas de le dire, se voit quand même surpris quand il voit que le mec a réussi à ressortir d'une attaque qui consistait à l'écraser entre 2 murs. On parle de Zaraki Kenpachi là. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose ? Bon, reprenons comme d'habitude par le début de l'épisode, parce que sinon je vais débiter sans m'arrêter. Donc le Quincy de la lettre V du nom de Gwenaël, je ne suis pas un homme, vient attaquer Yashiro, et cette meuf-là, dont personne ne se rappelle le blaze. Et au premier abord, avec le strabisme du mec, ses grands yeux globuleux et son pouvoir d'être invisible, on pourrait supposer que c'est une sorte de caméléon quoi. Que nenni ! Il est en réalité capable de se faire disparaître autant de la vue des gens que de leur mémoire. C'est un stand le bordel ! Personnellement, j'ai bien aimé l'idée, ça vient un peu ramener ce délire de pouvoir qui alterne la réalité dans Bleach, et avec de telles capacités à disposition, tu peux en pondre des bonnes idées. Mais malheureusement, ce sera du matériel gâché. Après plusieurs tentatives de meurtre sur une enfant, le mec se fait sauvagement queuter le nez par celle-ci. Parce que surprise, en fait la meuf a des copies de son sabre disposées à l'avant et à l'arrière, ce qui augmente du coup drastiquement sa portée. Et ça, il l'a pas vu venir le salaud. Petite danse de la victoire comme d'habitude, être insolent et humilier son adversaire, c'est important. Et c'est là qu'un personnage fait une entrée tout en finesse. Grémy Tumo, le véritable Stern Ritter de la lettre V. Il bute Gwenaël qui était en réalité une créature issue de son imagination. Et oui, vous l'avez deviné, Luffy n'est pas le seul personnage à avoir le Hito Hitonomi modèle Nika. Bon évidemment je dis ça c'est pour la blague, leurs capacités sont différentes mais vous m'avez compris. Et encore une fois dans cet épisode, bonne utilisation de l'explication de capacité. Le mec a les mains dans les poches. Le regard malicieux. Et il t'explique dans le plus grand des calmes que son pouvoir c'est de donner vie à son imagination. Juste le personnage débarque et il te montre sa supériorité. Et ça marche bien. Et pour dire à quel point ça marche bien, en entendant ça, Yashiro, qui de base est si calme, et même d'ailleurs un peu insouciante, se retrouve effrayée, mais on dirait qu'elle est face là à une peur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Quand soudain le toit se brise et contre toute attente... Zaraki Kenpachi débarque et direct tu vois le regard de Yashiro qui retrouve son éclat. Son sauveur est arrivé. Il informe la seconde de Unohana qu'il l'a tué et qu'il est réellement devenu Kenpachi.
Pas une seconde à perdre, Grémy fait construire un ring et en 2 temps 3 mouvements, c'est bon, le combat peut commencer. On apprend alors le nom de son Zanpakuto, Nozarashi. On découvre le Shikai immense de Zaraki, et au vu du personnage, celui-ci lui correspond parfaitement. Très bon point sur ce combat également, au lieu de la vieille teinte bleue que l'on avait jusqu'à présent, on a un ciel rougeâtre qui ferait penser à la couleur du sang, et pour le personnage de Zaraki, j'admets que c'est plutôt une bonne idée. Et je donne même un point supplémentaire pour la météorite qu'il a bien niqué, avec une frame dans laquelle on le voit tel qu'il était lorsqu'il a affronté Unohana. Un moyen de dire qu'il est bel et bien redevenu le Zaraki qu'il était auparavant. Et là, je suis désolé, mais tu peux pas faire un combat aussi expéditif avec un personnage à qui tu as donné des pouvoirs pareils. Alors attention par contre, j'admets que l'idée de mettre un personnage a priori invincible face à Zaraki est une très bonne idée. Après, ce que tu fais de ce matériau-là, c'est autre chose, et surtout c'est risqué. Le combat en soi est bien, mais moi l'impression que j'ai eue, c'est surtout parce que c'est le retour de Zaraki en fait. Parce que quand tu te penches vraiment sur le combat, c'est pas mal de blabla. Alors oui, je sais que j'avais prévenu, mais désolé, là faut que je gueule un coup. À la fin du combat, le gars dit qu'en gros, il a perdu parce que la force de Zaraki a surpassé son imagination. Et tout au long du combat, on a des petits moments où on voit que le mec voulait triompher sérieusement de lui. Et tu vois que le mec était dans l'incompréhension, pourquoi mon imagination n'arrive pas à battre cet homme? Tu m'aurais montré un truc du genre, Zaraki qui se fait empaler par 100 sabres, là je t'aurais dit oui, ça marche. Parce que, soyons bien d'accord, pour que la remise en question d'un personnage comme ça, avec un pouvoir tel qu'il a, soit convaincante, il faut que ça suive un schéma construit qui amène la chose progressivement et surtout de manière réfléchie. Un flashback par exemple aurait été le bienvenu. Parce qu'on a beau avoir compris que oui, le mec pour une fois dans sa vie voulait gagner, ben on sait pas pourquoi en fait, on connaît pas le personnage. J'ajouterais même qu'il manque chez lui ce côté fou, ce côté égocentrique et sûr de lui. Et donc en l'occurrence ici, ça ne marche pas du tout parce que le pouvoir de Grémy est supposé être invincible. Il aurait vraiment fallu montrer qu'il tombe de son piédestal au sommet de sa puissance. Pour que ça marche, il aurait fallu qu'il démontre sa supériorité en humiliant Zaraki et en le mettant en difficulté. D'ailleurs, c'est ce que je reprocherais au studio sur ce combat, c'est qu'on manque vraiment de mise en scène mettant en valeur le pouvoir du personnage. Parce que putain, il y a quand même un moment où le mec envoie Zaraki dans le néant. Et pourtant, j'ai pas été choqué plus que ça. Grémy aurait pu l'être, mais il n'est pas iconique. Se souviendra-t-on de lui? Pas vraiment. On se rappellera juste que dans un épisode, Zaraki a affronté un mec qui avait un Gear 5 made in China. Pour le coup, c'est raté. Kubo avait l'occasion de faire quelque chose d'intéressant avec le personnage, mais il n'en est rien. D'ailleurs, je dirais même qu'il n'a pas respecté son personnage, qu'il n'a pas respecté Zaraki en lui offrant un combat comme ça. Il aurait pu imaginer 1001 tortures que Zaraki aurait pu subir, ça aurait rendu le truc plus sombre et justement à l'image de ce que Zaraki aurait aimé avoir. Grémy rend alors ses dernières paroles. Et en réalité, on découvre que son corps même était en fait le fruit de son imagination. Grémy Tumo est à l'origine un putain de cerveau. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi, c'était tout pour cet épisode 20. Pour le coup, ok, c'est le retour de Zaraki Kenpachi, mais en fait ce combat n'est même pas digne de lui. Le but était sans doute de montrer sa nouvelle force, mais le truc c'est que t'as l'impression même que Kubo l'a sous-estimé. Espérons que la semaine prochaine ce soit mieux, parce que c'est bien dommage, il repartait bien avec l'épisode de la semaine dernière. Merci en tout cas de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. Sur ce, c'était le Sama, et moi je vous dis sayonara. Evil won't stop it, the right